Bonjour à tous, donc j'interviens effectivement sur le contexte légal et réglementaire aujourd'hui et les apports des multiples décrets intervenus au cours de l'année 2011 avec un petit revirement, on va dire, décrétal le 9 décembre au regard du décret du 25 août, notamment sur ce relèvement de seuil. Mais au-delà du relèvement de seuil à 15 000 euros, on a véritablement des apports principaux de l'ensemble de ces décrets. Nous avons concrètement, alors je vais simplement reprendre le décret du 25 août 2011, du 9 décembre, du 29 décembre 2011 qui vient faire application de la directive communautaire sur le relèvement de l'ensemble des seuils de procédures formalisées. La circulaire qui est fondamentale pour la compréhension et la bonne application des marchés publics, la circulaire du 14 février 2012, comme d'habitude particulièrement complète et éclairante sur les nouvelles modalités décrétales et le principe de dématérialisation au 1er janvier 2012. Alors, effectivement, le rapporteur public Piveteau, dans le cadre de l'avis du Conseil d'État en 2002, disait il y a 3 principes de gouvernance de la commande publique. Le principe de liberté d'accès des candidats, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Nous allons le voir, ces principes sont effectivement applicables dans tous les cas de marché public, y compris ceux qui vont être dispensés de publicité et de mise en concurrence en dessous du seuil de 15 000 euros. Il précisait l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des données publiques est assurée par la définition préalable des besoins, de manière claire et précise, le guide des bonnes pratiques le précise clairement, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Et justement, sur ce choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il y a l'intégration par le décret du 25 août 2011, dans un premier temps, des contrats globaux de performance et d'un nouveau critère d'attribution concernant plus particulièrement le secteur agricole. Je n'ai pas émis à tarder, mais c'est important quand même de le préciser parce que ces contrats globaux de performance sont particulièrement nouveaux. Et merci beaucoup. Donc des contrats globaux qui sont fondés sur des critères d'attribution très stricts, le coût global, la performance, donc des critères qui doivent être pondérés et qui témoignent en fait du champ d'application de ces contrats qui étaient prévus au départ uniquement dans le domaine de la performance énergétique, mis en place par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Alors, c'est la modification de l'article 73, de nouveaux contrats, de nouvelles formes de contrats globaux. En fait, ce sont des contrats qui ont été créés pour justement permettre de passer outre le système de l'allotissement. C'est donc les marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance. Mais je viens de vous le dire, ce dispositif n'est pas limité à la performance énergétique comme cela a été voulu par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, mais a été étendu. Il peut en fait être utilisé pour satisfaire tout objectif de performance mesurable. Alors, soyons clairs, ce critère de performance ne va pas être un critère majeur, fondamental de l'attribution du marché. Il vient en plus des critères mentionnés à l'article 53 du Code des marchés publics, mais va pouvoir véritablement prendre en compte justement la performance énergétique, le souci qui est pris par le candidat au regard des normes environnementales, mais au-delà de ça, de manière générale, sur l'économie du marché de manière globale. Donc il peut s'agir par exemple d'objectifs définis en termes de niveau d'activité, de qualité de service ou d'incidence écologique. C'est un critère, vous l'avez remarqué, qui sera éminemment subjectif, bien évidemment, mais qui va intervenir en complément de l'ensemble des critères qui sont énumérés dans l'article 53 du Code des marchés publics, avec en tête de cet article 53 le mot « notamment ». C'est-à-dire qu'on sait, dans le cadre des procédures formalisées,
et de l'offre économiquement la plus avantageuse, eh bien, une multiplicité de critères peut être prise en compte par le pouvoir adjudicateur et ou l'entité adjudicatrice dans le cadre justement des secteurs particuliers qui font passer le pouvoir adjudicateur à la qualité d'entité adjudicatrice au sens du droit communautaire, eh bien, ce critère de performance va pouvoir également être pris en compte. Et non seulement il pouvait déjà potentiellement être pris en compte, puisque, je l'ai dit, cette liste n'était pas exhaustive et était invoquée avec l'ADERM notamment, mais là, on a véritablement ce critère qui est intégré. Donc, le titulaire peut ainsi se voir confier la conception, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage industriel avec des objectifs de performance énergétique ou des objectifs de réduction d'incidence écologique, ces objectifs pouvant être cumulés. Donc, nous l'avons vu, néanmoins, ces contrats sont particulièrement encadrés, toujours le principe étant de la prohibition du paiement différé, c'est-à-dire que les modalités de rémunération du titulaire sont toujours déterminées ab initio, à savoir au moment de la conclusion du contrat. Donc des modalités de rémunération très encadrées, sous peine, on n'a pas encore évidemment de décision en ce sens, mais de nullité du contrat très certainement. Donc évidemment une rémunération en lien direct avec les critères de performance qui devront être mentionnés dans les documents de la consultation. Et puis, un contrat global qui, évidemment, ne revêt pas un caractère obligatoire. La durée de ce contrat est fonction, elle n'est pas mentionnée, à savoir que c'est une fonction en fonction des délais nécessaires pour la réalisation des objectifs et des engagements qui constituent son objet, étant précisé que si on fait une lecture au pied de la lettre, on fait une lecture, on considère que la durée d'un contrat doit être proportionnelle au volume des investissements nécessaires à son exécution. Bon, on peut considérer que c'est compréhensible, mais en l'espèce, là, le décret n'a pas voulu préciser de manière plus importante le délai nécessaire pour la réalisation de ces objectifs. Donc, simplement, ces nouveaux contrats viennent véritablement encore traduire une nouvelle tendance, je dirais une véritable volonté ici de pouvoir conclure des contrats qui soient des contrats globaux, qui intègrent à la fois des dynamiques de travaux, de services, de fourniture, mais au-delà de ça, d'autres prestations plus globales, et en particulier, justement, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance, la conception, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance, donc véritablement une vision ici beaucoup plus globale du marché public. Deuxième réforme appliquée, qui est donc insérée par le décret du 25 août 2011, un nouveau critère d'attribution, donc les performances en matière de développement des approvisionnements directs des produits de l'agriculture. On voit ici l'impact évidemment des lois Grenelle 1 et Grenelle 2 avec la prise en compte des considérations environnementales. Alors, là, c'est véritablement la mise en place d'un nouveau critère qui permet de favoriser les circuits courts pour les produits agricoles. C'est un instrument de promotion des circuits agricoles plutôt que véritablement une nouvelle réglementation. Ce n'est pas véritablement un nouveau critère, mais l'article 53 précise que pour attribuer le marché au candidat, le pouvoir adjudicateur se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires liés au marché et particulièrement cette performance en matière de développement des approvisionnements directs des produits de l'agriculture sera conditionnée à deux éléments. L'absence de discrimination, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait entre les producteurs locaux et les autres, ou entre les producteurs et les distributeurs, une discrimination. Et bien évidemment, ce critère d'attribution devra être en rapport, en lien direct avec l'objet du marché. En cas de contentieux, il faudra par conséquent être en mesure de pouvoir démontrer le lien entre le circuit court et la qualité ou la destination des produits ou des repas achetés. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de favoriser effectivement le circuit court. C'est, on le voit là encore, une dynamique gouvernementale de prise en compte je dirais, des problématiques des agriculteurs, tout en étant obligé, on le sait, d'être en accord avec les principes de la commande publique imposés par l'Union européenne. Donc, cela suppose de ne pas mettre en place un véritable système dérogatoire concernant les produits agricoles, mais de tenir compte du fait que les circuits courts peuvent servir à un moment donné la qualité
d'un contrat. Et cela suppose, je le répéterai à plusieurs reprises dans le cadre de mon intervention, même également ultérieurement, c'est de dire que de toute façon, à partir du moment où on responsabilise l'acheteur public, c'est-à-dire qu'on ouvre la voie à une véritable marge de manœuvre et une capacité de choix sur son co-contractant avec, je dirais, tant la mise en place de nouveaux contrats globaux de performance, des nouveaux critères d'attribution et la possibilité finalement de prendre en compte des éléments subjectifs dans le choix du candidat, y compris pour des marchés inférieurs à 15 000 euros, et on le verra dans d'autres cas particuliers, il est clair que la traçabilité et la transparence seront de mise. C'est-à-dire que l'acheteur public devra nécessairement, à un moment donné, en cas de contentieux, puisqu'on le verra, il y a une énorme porte ouverte à une pluralité de contentieux avec, à mon sens en tout cas, avec ces nouvelles réformes, puisqu'on laisse une marge de manœuvre, une marge de décision au pouvoir adjudicateur, la traçabilité de la procédure sera très importante, à savoir la possibilité, la faculté pour le pouvoir adjudicateur de pouvoir démontrer son processus de décision. Les critères qui ont été pris en compte, s'il prend en compte un critère de performance, très bien. S'il favorise un circuit court de production entre un producteur directement et un distributeur, et que par conséquent, il y a à ce moment-là une potentielle atteinte, je dirais, à un moment donné, à l'égal accès à la commande publique, eh bien, il devra démontrer en quoi le recours à ces approvisionnements en circuit court, en quoi ce critère de performance sert le marché considéré et était un critère non pas fondamental, mais dans le cadre des critères pondérés, un critère qui est très important, qui a été déterminant à un moment donné dans le choix du titulaire. Et cette capacité à démontrer ce cheminement de décision par le pouvoir adjudicateur, plus il y aura de transparence, plus le contentieux, et bien évidemment, balancera du côté du choix, d'un choix éclairé et à un moment donné justifié, étayé par le pouvoir adjudicateur. Donc, je le disais, ce nouveau critère d'attribution, en tout état de cause, doit être un critère subsidiaire. De la même façon, concernant les circuits courts, ce sera un critère pris en compte de manière pondérée avec les autres critères, toujours de l'article 53 du Code des marchés publics. Troisième élément de ce décret, et peut-être, je dirais, au-delà même donc des deux éléments évoqués sur le plan contractuel, les contrats globaux de performance énergétique et le cas particulier des circuits courts et des produits agricoles, nous avons, je dirais, une modification de l'article 16 du Code des marchés publics fondamentale, à savoir le principe de la tacite reconduction. Au-delà de la rédaction, enfin, au-delà même de la simple rédaction et de la lecture littérale de la rédaction de l'article 16, qu'est-ce que veut dire cette modification et ce décret du 25 août 2011 ? Rappelons simplement l'ancienne rédaction. Le pouvoir adjudicateur, d'après le Code de 2006, le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction, sauf stipulation contraire prévue dans le marché. On avait véritablement un principe de reconduction express. Clairement, qui est le maître à bord ? Le pouvoir adjudicateur. Je décide de reconduire le marché, le titulaire ne peut s'y opposer, sauf stipulation contraire dans le marché, ce qui peut faire l'objet d'ailleurs d'une négociation dans le cadre des procédures négociées. Ça peut également être un moyen de pression. Mais nous avions le principe de la reconduction express. Donc la disposition était destinée à lutter contre la tacite reconduction justement. Ce qu'on reprochait à la tacite reconduction, c'était de porter atteinte au libre accès à la commande publique en créant une rente de situation au profit de l'heureux titulaire d'un marché qui serait systématiquement reconduit par suite du silence, mais je dirais également du désintérêt ou de la désorganisation du pouvoir adjudicateur. Et donc, on a véritablement ici nouvelle rédaction de l'article 16, sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer. Alors, je dirais que c'est toute une modification de la philosophie du Code des marchés publics ici, puisque clairement, on est dans un objectif de faciliter le suivi des marchés reconductibles et renforcer la sécurité juridique des acheteurs et des entreprises.
Et donc, on lève absolument toute ambiguïté sur les conséquences de l'absence de décision expresse. Je m'explique. Dans un premier temps, en fait, à l'aune de cette nouvelle rédaction, il y avait un doute sur la question de savoir est-ce que le titulaire peut refuser le principe même de la tacite reconduction au moment de la conclusion du contrat, ou est-ce qu'il peut refuser la décision de reconduire le marché de manière tacite en fin de période. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments différents. C'est-à-dire soit on considérait qu'au moment de la conclusion du marché, il pouvait refuser le principe même de la tacite reconduction, soit il peut la refuser au moment même de la reconduction. Et en fait, de toute évidence, le principe même de la reconduction ne peut pas être refusé. C'est-à-dire que à partir du moment où vous concluez dans votre acte d'engagement, il n'y a pas de stipulation expresse relative justement à la non-reconduction du marché. De toute façon, le marché est automatiquement reconductible. Le titulaire ne peut pas s'y opposer. Donc, à partir du moment qu'il a signé l'acte d'engagement, on peut quand même noter le fait que cela va poser une difficulté au moment de la conclusion du marché. Ça peut également être un moyen de pression sur le pouvoir adjudicateur qui peut se voir imposer une reconduction, le principe même d'une reconduction expresse par le titulaire. La conséquence, c'est qu'à défaut donc, de précision dans le marché, la reconduction s'effectuera de manière tacite. Alors, on a à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage, on l'a dit, c'est de renforcer la sécurité juridique pour les titulaires et c'est d'éviter également un vide entre deux contrats en cas de marché oublié ou de désorganisation de pouvoir adjudicateur qui, arrivant au terme d'un contrat, ne procéderait pas à une nouvelle procédure formalisée ou à une nouvelle procédure adaptée ou même à la recherche même d'un nouveau titulaire pour son contrat. Principe de sécurité juridique, le risque. Eh bien, c'est le maintien de contrats oubliés qui pourraient perdurer alors même que leur utilité soit, sans que leur utilité soit réellement démontrée. C'est-à-dire qu'on aurait un nombre de reconductions, une reconduction tacite, contrat, dans le cadre du même contrat, de manière finalement indéterminée. Et il y aurait ce risque, effectivement, d'un dépassement de seuil. Pourquoi ? Parce que la reconduction du contrat n'est pas un avenant. L'avenant à un contrat permet, à un moment donné, de modifier les conditions du contrat dans son exécution. Le problème de la tacite reconduction, c'est que on a véritablement, dans le cadre de la reconduction certes d'un marché identique au précédent, mais c'est un nouveau contrat. Et donc, par conséquent, c'est un nouveau marché. Donc, il y a effectivement un risque de dépassement également des seuils communautaires lorsqu'on laisserait perdurer un nombre de reconductions tacites de manière indéterminée. C'est pour ça que le conseil qui est donné concernant la formule contractuelle à retenir au sein du marché, concernant cette nouvelle formule de tacite reconduction, c'est que on pourrait préciser le présent marché sera susceptible de faire l'objet de tant de reconduction au maximum, afin de permettre à la fois le principe de tacite reconduction est admis, c'est parfait, on sait qu'on va avoir de toute façon un marché dont on a besoin qu'il s'étale sur plusieurs années, sur plusieurs périodes. Néanmoins, on évite le dépassement des seuils communautaires à un moment donné. Et puis, surtout, ça permet d'encadrer et d'être sûr qu'à la fin de la période, on procède à une nouvelle procédure conformément aux termes du marché. On pourrait encore plus sécuriser ce mécanisme en précisant, afin de permettre justement aux fournisseurs, aux titulaires du marché, d'être fixés sur son sort et d'anticiper la fin du marché, parce que c'est également la problématique, on pourrait intégrer dans cette formule contractuelle, à défaut de décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur, par exemple avant la période des 30 derniers jours de sa durée de validité, le présent marché sera considéré comme tacitement reconduit. Et ça permet en fait d'avoir une information du fournisseur sur cette tacite reconduction et ou non, c'est-à-dire avec la décision à un moment donné du pouvoir adjudicateur de ne pas reconduire tacitement. Ensuite. Juste maître, parce qu'on est obligé d'accélérer pour tenir notre programme, je rappelle que l'ensemble de votre contenu sera disponible sur le site de la mission Écoterre. Vous n'êtes pas obligé de tout noter.
Alors, simplement, je vais évoquer rapidement les variantes, la possibilité d'effectuer des variantes, de proposer des variantes sans offre de base. Ça, c'est particulièrement novateur, même si cette réforme devrait impacter faiblement les procédures formalisées, puisque l'article 50 prévoit que pour les marchés passés sur une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères et il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Donc, sur les procédures formalisées, si on n'a pas d'indication dans le marché, donc on a une offre de base uniquement. Donc, si on a une autorisation de variante explicite, on peut avoir une offre de base avec variante ou maintenant des variantes seules. Ça ouvre véritablement un autre champ et plus de souplesse aux acheteurs publics en leur permettant d'accueillir un plus grand nombre de propositions. Pour les marchés à procédure adaptée, c'est véritablement là où cette réforme va avoir un impact, puisque en l'absence d'indication dans le marché, on peut présenter une offre de base avec variante, des variantes seules. Et s'il y a une interdiction des variantes, on peut proposer qu'une offre de base. Donc voilà, c'est simplement que ça introduit une plus grande diversité possible des titulaires de marché qui n'auraient pas forcément la possibilité de présenter une offre de base, mais qui pourraient présenter des moyens innovants et des variantes au marché, dans le cadre de l'acte d'engagement, au marché qui est soumis. Alors, j'en viens ensuite aux nouvelles hypothèses de dispense de mise en concurrence. Simplement, pour préciser, et ça il me semble que la lecture de ce nouvel article 28 doit être connue de l'ensemble de l'auditoire, c'est une modification essentielle, étant précisé qu'on l'a dit, qu'elle ne reprend pas la formulation du Conseil d'État dans son arrêt Pérez de 2010. Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence dans les deux situations de l'article 35 du grand 2. Et là, c'est là où on a vraiment une réforme, où lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles, en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Précisons que le Conseil d'État avait mis ou du degré de concurrence dans le secteur considéré et non pas faible degré de concurrence. Donc on a une volonté ici d'intégrer, encore une fois, une marge d'appréciation. On l'a vu, formalité impossible ou manifestement inutile. Alors là, il est clair que dans un premier temps, il faut faire une appréciation très stricte de l'ensemble de ces dispositions. Des formalités impossibles, une mise en concurrence inutile, ça supposerait par exemple, on est dans le cas d'un fournisseur qui dispose d'un avantage tel qui est inconcevable qu'un autre fournisseur puisse pénétrer sur le marché. Je pense également même sur le plan géographique et de disponibilité et d'adaptabilité. Le coût de la mise en concurrence va dépasser de loin l'économie susceptible d'être réalisée par la mise en concurrence. Le coût de la mise en concurrence représente une part non négligeable de l'achat, au moins un quart par exemple. Donc là, on a véritablement dans ce nouveau seuil, donc là on ne mentionne pas le seuil de 15 000 €, mais uniquement les formalités. Ces formalités qui vont faire l'objet, à mon avis, au plan contentieux, attention, on doit être sur une mise en concurrence manifestement inutile et des formalités impossibles. Donc on est quand même vigilance pour tous les marchés qui sont supérieurs à 15 000 €. On peut également ne pas utiliser la publicité et la mise en concurrence pour les marchés dont le montant est estimé inférieur à 15 000 €. Et là, on le voit, c'est ce que me disait Jacques Kimb, je le reprends, sur la question des principes fondamentaux. Il faut qu'il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente aux besoins, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre aux besoins. Donc là, ici, c'est absolument fondamental d'interpréter encore une fois strictement ces dispositions. Et lorsque vous avez un marché qui est inférieur à 15 000 €, en tout état de cause, vous n'êtes pas exonéré de l'attention portée aux principes régissant la commande publique. Enfin, j'en terminerai par là sur, dans un premier temps, le décret, c'est le décret donc, du 9 décembre, vous l'avez compris, qui est venu modifier le décret du 28 août sur ce seuil de 15 000 €. Je précise quand même que le relèvement du seuil à 20 000 € est toujours valable pour les entités adjudicatrices, c'est-à-dire pour tous les secteurs de l'eau, des transports, les secteurs particuliers soumis au seuil communautaire et donc les pouvoirs adjudicateurs qui ont la qualité d'entité adjudicatrice. Ce seuil de 20 000 € a été censuré par le Conseil d'État au regard de sa généralité, parce qu'on considérait que c'était trop général. Mais par contre, il est maintenu quand on est dans les secteurs
particuliers évoqués par le guide des bonnes pratiques des marchés publics. 15 000 € et 20 000 € de manière subsidiaire concernant les entités adjudicatrices. Enfin, j'en terminerai avec le décret du 29 décembre 2011 qui ne fait qu'actualiser les seuils communautaires de marché public. Donc on reste sur les mêmes principes, sur les procédures de publicité et de mise en concurrence. Inférieur à 15 000 €, pas d'obligation. On a ensuite des seuils. 90 000 pour les marchés de travaux, donc le seuil de procédure formalisée, c'est 5 millions. Services et fournitures, 130 000 € pour l'État, 200 000 € pour les collectivités territoriales. Et donc, on a les formalités mentionnées à l'article 40, au regard du montant estimé des besoins, des avis d'appel public à la concurrence publiés au BOAMP ou dans un journal d'annonce légale, et puis un appel d'offres obligatoire au-delà de 5 millions €. Donc ça, c'est le relèvement des seuils. Je vous invite absolument à vous y reporter, des seuils qui sont fixés du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Donc vous avez d'ailleurs sur l'intégralité du PowerPoint qui sera en ligne, et je vous reporte au guide des bonnes pratiques en matière de marché public du 14 février 2012. Merci, maître.